Bonjour à toutes et tous en présentiel et en ligne pour ce café débat. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le MCI et ses partenaires en direct de Colombie pour discuter et d'avoir un retour sur un projet d'atelier d'échange qui a eu lieu en Colombie sur les organisations autochtones, avec les organisations autochtones et sur la question de la protection des territoires. On va plonger plus précisément dans la thématique et je vais vous présenter le programme de ce café débat qui va se dérouler en plusieurs temps. Alors, après ce bref accueil, on pourra avoir un extrait de l'émission Esprit solidaire pour avoir des images du projet en question, des images sur l'atelier. Et puis ensuite, on aura quelques interventions. Tout d'abord, Nicolas Sidbon du MCI. Ensuite, Monsieur Silvo Cavoussens du Sequoia. Maria Yennifer Demico du CMIH. M'abstiens de prononcer cet acronyme en espagnol. Et puis Alejandro McKinnon de Impact. Donc ça sera en introduction pour avoir un peu avec Nicolas Sidbon le projet en lui-même, comment il est arrivé, en quoi il consiste, nous donner un peu un cadre. Et puis, les deux interventions suivantes seront plus des témoignages sur comment ça s'est déroulé de l'intérieur, si on peut dire, puisque ces personnes ont participé à la fois à la conception et aux ateliers eux-mêmes. Et puis, la dernière intervention sera plus une position de discutant pour commencer à poser des questions et analyser ensemble ce projet. Peut-être je me permets de vous poser le contexte très rapidement. C'est un projet de partage des savoirs donc, qui est soutenu par la Fédération genevoise de coopération dans la filière de partage des savoirs. Et le MCI avait déjà mené un atelier d'échange et de réflexion en 2015, il me semble. C'était il y a 10 ans. Donc, c'était aussi très intéressant d'avoir une nouvelle initiative d'échange sur un autre thème, puisqu'en 2015, c'était sur la question de la surveillance environnementale, même si c'est très lié. Donc voilà, on est heureuse d'avoir une restitution de cet atelier. Ça donne aussi une idée de en quoi consistent ces projets de partage des savoirs et surtout d'avoir ces témoignages, de voir concrètement qu'est-ce qu'il en a été sur le terrain et puis qu'est-ce qui va aussi en ressortir. On aura ensuite une bonne demi-heure à partir de 13h30 pour les questions et les échanges. Et là, ça sera à vous la parole. Vous pouvez réagir et poser des questions. Alors voilà, sans plus attendre, je vais demander à ma collègue Émilie de partager son écran pour nous lancer l'extrait vidéo de l'émission Esprit solidaire pour qu'on ait un peu des images du projet. Partager ce moment avec tous nos frères indigènes des différents pays a été pour nous une très belle expérience. C'est très enrichissant de voir comment les peuples autochtones s'organisent dans d'autres pays et partager notre mode d'organisation entre nous. Nos expériences, nos réussites, les combats que nous menons depuis de nombreuses années, je trouve cela très beau. En Argentine, les peuples Mbia Guarani et Mapuche tentent de récupérer leurs terres. Au Brésil, les Yanomami défendent leurs droits et leurs territoires. En Colombie, les Mbera tentent de protéger leurs sites sacrés et de valoriser leur identité et leur culture. Pendant qu'au Pérou, des Quichuas documentent et dénoncent les impacts de l'industrie pétrolière sur leur territoire. Parmi les problématiques abordées,
la question de la transmission des pratiques traditionnelles des communautés indigènes. El proyecto educativo comunitario que tiene mucha diferencia. Le projet éducatif communautaire diffère considérablement des programmes scolaires de l'éducation nationale. Comment enseigner l'histoire, les danses, tout le récit et la cosmovision de la terre-mère, les lieux sacrés, le rôle des femmes autochtones, le rôle de la garde autochtone. Il y a la transmission des rituels et des danses. Plusieurs démonstrations ont animé la rencontre. Un autre point important portait sur la protection des sites sacrés. Les intervenants se sont rendus à une cascade qui représente un lieu sacré pour les Mbera. Esos lugares sagrados que nosotros llamamos Luawandra, sitios sagrados. Ces lieux sacrés nous permettent aussi de prendre soin de l'environnement. C'est pour cela que l'on parle de préservation. On parle de prendre soin de l'eau, de la forêt, des animaux, de la faune et de la flore, ce qui fait partie de notre environnement. Estamos hablando de cuidar el agua, cuidar el bosque. À l'issue de la rencontre, des jeunes Mbera ont réalisé une vidéo de synthèse de l'atelier. Le MCI prépare un guide des bonnes pratiques en faveur de la préservation et de la récupération des terres indigènes. Merci. Voilà, ça nous a donné quelques images du projet. Bien sûr, les liens seront disponibles. Je vous les enverrai si vous voulez voir toutes les missions de manière plus fluide aussi. Alors maintenant, je passe la parole à Nicolas pour que tu nous fasses un peu un topo de comment cet atelier s'est lancé et puis voilà les grandes lignes du cadre du projet. Merci. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Alors voilà, cette idée, elle est venue de la part du MCI, où il y a déjà eu d'autres rencontres qui se sont passées dans les années auparavant. Et l'idée est venue du coup de répéter un événement de partage de savoir entre nos différents partenaires. Donc il y a eu tout un processus en premier lieu de consultation de nos partenaires, de discussion avec chacun d'eux pour voir quelles étaient les thématiques qui étaient les plus importantes pour eux, pour voir quelles thématiques on pouvait avoir en commun entre nos différents partenaires. Ça a quand même pris un certain temps, on va dire, plus encore pas mal de discussions en interne avec les membres de notre organisation lors de nos discussions plénières, lors de nos réunions plénières. Et ensuite, le montage du projet que nous avons envoyé à la FGC. Il y a eu pas mal d'échanges aussi avec la commission de partage des savoirs de la FGC pour savoir comment monter exactement les différentes activités de la rencontre. Ça a été aussi assez utile, on va dire, dans le processus. Et ça aboutit finalement aussi avec un de nos partenaires, du coup, le Cabildo Mayor Indígena de Chigodo, qui, à travers les différentes discussions de consultation, s'est montré spécialement favorable à recevoir l'événement chez eux. Et on en a conclu que c'était vraiment une bonne idée de pouvoir réaliser une des parties de la rencontre directement dans une de leurs communautés et directement chez un de nos partenaires. Par rapport au déroulement de la rencontre, donc la rencontre a duré environ 10 jours. On a commencé à Medellín. En fait, on a 2 partenaires, le MCI en Colombie, et on a profité de cette rencontre pour rendre visite à nos 2 partenaires. Notre premier partenaire en Colombie, c'est l'organisation autochtone du département de Antioquia. Du coup, on est arrivé à Medellín. Tous les participants et participantes sont arrivés à Medellín. On est resté 2 jours là-bas. On en a profité pour aller rendre visite à notre partenaire, l'organisation indigène d'Antioquia, qui ont pu nous montrer leurs locaux. Il y a une partie de leur équipe qui était sur place. Ils ont pu partager leur projet avec les participants et participantes de la rencontre. Ensuite, nous nous sommes rendus à Chigorodo, où là est le siège du CMICH. Ils ont aussi pu nous présenter leur organisation, leur siège, leur projet. Et ensuite, depuis Chigorodo, nous nous sommes rendus dans une communauté Mbera qui est représentée par le CMICH. Et puis c'est là un peu, on va dire, le noyau dur de la rencontre. On est resté 4 jours dans cette communauté et c'est là qu'ont eu la plupart des échanges. Et en fait, l'idée, c'était que chacun de nos partenaires partage son projet avec les autres participants et participantes à travers la présentation de cas pratiques
de cas concrets en fait sur dans leur projet et de réussite. Donc, chacun de nos partenaires a présenté aux autres un cas de réussite dans son projet, ce qui a rendu en fait les échanges beaucoup plus vivants, c'était beaucoup plus facile en fait d'appréhender la réalité à travers ces exemples concrets, on va dire. Peut-être que tu peux nous rappeler vraiment les thématiques des échanges. Je ne sais pas si tu allais y venir, mais pour l'instant, pour nous, c'est encore assez voilà, de comprendre voilà, quelles ont été les thématiques des échanges en fait et comment elles ont été choisies. Désolée de te couper, hein, mais je pense que c'est important de savoir sur quoi ont porté les échanges. Oui. Alors par rapport au cas pratique qui a été présenté, donc notre partenaire en Argentine, les MBA Guarani, eux, ils nous ont présenté un cas d'une invasion qui avait eu lieu sur une de leurs communautés et comment ils ont répondu à cette invasion. Les Mapuche aussi en Argentine, eux, ils nous ont présenté vraiment la réussite sur un événement, on va dire, beaucoup plus de long terme, en fait, sur le résultat de toute leur lutte, sur les 15 ans où le MCI les a soutenus, comme quoi ils ont réussi à récupérer 200 000 hectares de territoire originaire. Notre partenaire au Pérou, les Quichua, ils nous ont présenté le fonctionnement de ceux qui opèrent la vigilance territoriale et comment ils ont réussi, à travers les dénonciations qu'ils ont fait auprès du gouvernement péruvien, à mettre en place des lois qui permettent la consultation préalable et aussi l'obtention de fonds publics pour améliorer les conditions de vie dans les communautés, telles que construction d'hôpitaux, construction d'écoles, accès à l'eau potable, etc. Notre partenaire au Brésil, la Sequoia avec les Yanomami, nous ont présenté la mise en place du plan de gestion territoriale et environnementale, qui est un énorme projet qui est encore en train d'avoir lieu actuellement, pour mettre en place en fait ce plan où les Yanomami définissent comment s'organise leur territoire, comment leurs organisations travaillent pour l'organisation de ce territoire, comment s'établit l'éducation, l'accès à la santé, comment la protection du territoire aussi s'opère, la sauvegarde de la culture traditionnelle et la production d'aliments pour l'autonomie alimentaire. Notre partenaire en Colombie, l'organisation indigène d'Antioquia, nous ont présenté comment ils ont réussi à travers de longues années à faire reconnaître par le gouvernement colombien la mise en place d'un système éducatif autochtone propre pour les peuples autochtones. Et le CMICH nous ont présenté comment le fonctionnement de la garde autochtone pour la protection du territoire et également le rôle que jouaient les sites sacrés dans la protection de ce même territoire. Voilà, pour avoir un peu une idée de ce que chacun des partenaires a présenté. En plus de toutes ces présentations, le MCI, nous avons aussi dispensé un atelier de formation sur la vigilance territoriale, où Aurélien a fait profiter à tous les participants et toutes les participantes de ses expériences au Pérou à travers la méthodologie qu'il utilisait au Pérou pour répertorier les sites pollués et dénoncer les sites d'invasion. Et on a aussi réalisé un travail de groupe qui portait sur les défis actuels affrontés par les organisations autochtones en Amérique du Sud. Ça, c'était pour toute la partie à Chigolo do Sito. Et à la fin, nous avons réalisé une visite dans une autre communauté qui se trouvait à peu près à 2 heures de cette communauté-là, où nous avons eu l'opportunité d'aller visiter un des sites sacrés qui est du coup pour le projet du CMICH un des fondements de la protection de leur territoire. Donc du coup, c'était assez prenant d'être directement dans la communauté, que les MBRA puissent nous partager aussi leur quotidien, leur culture. On a été accueillis aussi avec beaucoup de présentations culturelles de leur part, avec des danses, avec des chants sacrés. On a aussi eu le dernier soir une cérémonie du feu où on s'est tous réunis autour du feu avec le médecin traditionnel qui nous a ouvert un espace spécial où chacun des participants et chacune des participantes pouvait s'exprimer sur son ressenti de l'événement, etc. Donc c'était des moments aussi assez forts, on va dire, de partage.
Et c'est là que je viens justement au résultat qu'on a obtenu avec cette rencontre. Donc, un des premiers résultats, c'était vraiment que toutes ces présentations de cas pratiques ont vraiment inspiré et intéressé très profondément chacun des participants et des participantes. On a vraiment vu que chacun de nos partenaires trouvait dans les récits des autres quelque chose à prendre, une idée peut-être à mettre en place ou quelque chose qui le mettait en garde, comme quoi quelqu'un. Donc, il fallait faire attention. Je pense notamment, par exemple, l'OIA qui a réussi à mettre en place un système d'éducation autochtone propre. Ça a énormément inspiré les Yanomami et la Sequoia qui essayent aussi de faire bouger les choses au niveau de l'éducation interculturelle au Brésil. Le système de vigilance territoriale a énormément inspiré aussi les MBA Guarani, les Yanomami qui sont aussi en train de mettre en place des systèmes de vigilance et de surveillance territoriale. Les Yanomami et les MBA Guarani ont aussi été très inspirés de voir des organisations telles que l'OIA ou le CMICH, qui sont des organisations autochtones qui ont plus d'expérience, qui ont plus de maturité dans l'élaboration des projets, dans le fonctionnement aussi institutionnel, etc. Voilà, ça c'est quelques exemples. Il y en a plein d'autres. Je vais pas m'étaler pendant trop longtemps, mais c'était vraiment, on a vraiment senti ça, quoi, que chacun des partenaires était inspiré par ce qui a été présenté par les autres partenaires. Ensuite, on a vu que pour les participants autochtones qui étaient présents, ça a été vraiment très fort de voir que d'autres peuples affrontaient des défis, des fois similaires, des fois différents, et que d'autres peuples aussi avaient des stratégies pour lutter contre des difficultés ou des cas d'invasion ou des non-respects de droits, etc. Il y a même certains d'entre eux qui nous ont partagé qu'ils n'étaient pas au courant qu'il n'y avait pas d'autres peuples indigènes dans d'autres pays. Et en fait, de voir qu'ils partageaient certaines luttes avec d'autres peuples, certains nous ont témoigné que ça leur permettait de se sentir moins isolés, en fait. Parce que souvent, de rester dans leur contexte et avec tous les défis que ça incombe, d'avoir pu voir qu'il y a d'autres peuples qui ont les mêmes luttes, ça les a quelque part réconfortés. Ça, c'était assez important aussi. Ça a aussi été un échange interculturel très fort entre les différents peuples qui étaient présents, non seulement dans le sens de pouvoir connaître d'autres cultures autochtones, parce que chacun a pu présenter aussi sa propre culture aux autres participants qui étaient présents. Alors bien évidemment, les Mbera ont pu présenter beaucoup plus que les autres, vu qu'on était dans leur communauté, qu'ils ont fait des présentations spécifiques, etc. Mais chacun des autres participants autochtones qui étaient présents s'est exprimé dans sa langue, portait ou des vêtements traditionnels ou se mettait avec de la peinture corporelle lors de sa prise de parole, etc. Donc c'était un moyen de connaître d'autres cultures, mais aussi de pouvoir affirmer sa propre culture en la présentant à d'autres peuples. Donc on a vraiment senti que cet échange interculturel entre peuples autochtones était vraiment très fort pendant la rencontre. On a senti aussi que les témoignages de chacun des participants, c'était vraiment un des points forts, en fait, que chacun ait pu présenter par rapport à des cas concrets et que chacun ait pu illustrer ces défis ou ces stratégies de lutte par ces témoignages-là. En fait, ça a vraiment rendu très vivant et très poignant l'appréhension de ces défis et des luttes et des stratégies qui sont mises en place, en fait. L'exercice pratique sur la surveillance territoriale, c'est aussi un résultat assez intéressant dans le sens où ça a permis à certains de nos partenaires qui ne travaillent pas encore avec ces outils-là ou qui sont en train de commencer à vouloir mettre en place des stratégies de vigilance territoriale, de voir en fait une méthode qui est assez simple et très facile à mettre en place. Les travaux de groupe qui ont eu lieu aussi sur les défis affrontés par les organisations autochtones, ça a permis des réflexions, des débats et on va dire, on a réussi à élaborer une liste un peu d'éléments qui pouvaient être mis en place concrètement dans les projets pour faire face à certains défis que les organisations autochtones auxquels ils font face.
Et bien évidemment, nous, en tant que MCI, ça nous a permis de nombreuses réflexions quant à nos stratégies d'appui aux organisations autochtones et aux peuples autochtones. Que ce soit pendant la réunion et puis aussi après l'événement, lors de la réalisation du guide, dont je vais parler maintenant. Je préviens que c'est une version qui n'est pas encore aboutie, c'est juste un extrait, mais on arrive gentiment sur la fin. Donc c'est un des livrables de cet événement de partage des savoirs. C'est un guide de recommandation des bonnes pratiques par rapport à la surveillance territoriale et la protection des territoires et aux actions de plaidoyer politique pour améliorer les conditions de vie dans les communautés et faire respecter les droits des communautés. Donc là, on a un aperçu de 3 des fiches. En fait, ce guide de recommandation, il s'organise autour de 6 fiches. Et en fait, dans chacune des fiches, on présente le cas pratique qui a été présenté par un de nos partenaires. Donc, on a une première page avec à chaque fois la localisation, les participants, participantes qui étaient présents. Ensuite, on décrit le cas qui a été présenté avec des témoignages aussi, des citations. Et à la fin, en fait, de chaque fiche, ce qu'on retrouve, c'est entre 3 et 5 clés du succès du cas qui a été présenté. Quels étaient vraiment les éléments clés qui ont fait que notre partenaire a réussi à obtenir des résultats satisfaisants? Donc, je le parcours rapidement pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça va se présenter. Et du coup, ces fiches, vous pensez qu'on pourra les partager à peu près quand? Alors là, on arrive sur la fin de la partie rédaction et il nous reste maintenant à envoyer à notre graphiste pour qu'il puisse mettre en page tout ce qu'on a écrit. Donc, on imagine que d'ici la fin du mois de mars, entre fin mars, début avril, comme ça, on devrait réussir à avoir un résultat final qu'on pourra partager. Alors, ce livrable-là, ce guide de recommandation, il est spécialement pour le public en Suisse et francophone, on va dire. Donc, pour les organisations membres de la FGC ou de la FEDEVACO ou d'autres organisations en Suisse, les bailleurs de fonds et d'autres partenaires qu'on aurait en Suisse. Au niveau des autres livrables, il y a eu la vidéo qui a été produite par les communicateurs du CMICH, qui a été réalisée en espagnol. Et cette vidéo, en fait, elle est plutôt destinée à notre public qui est en contact avec nos partenaires pour que les membres des communautés qui n'étaient pas présents à la rencontre puissent aussi avoir accès à tout ce qui s'est dit pendant cette rencontre. Et ça a été assez intéressant, cette vidéo. Donc, elle est déjà disponible sur YouTube, si jamais. Il y a une version en espagnol avec les sous-titres en espagnol, une autre version en espagnol avec les sous-titres en portugais pour nos partenaires au Brésil. Et en fait, on leur a pas donné plus de règles que ça, en fait, pour la réalisation de cette vidéo. Le but, c'était vraiment que eux puissent mettre en avant ce qui était important pour eux en tant que peuple autochtone. Et du coup, elle s'adresse vraiment à nos partenaires autochtones et à nos partenaires, on va dire, ONG qui soutiennent les communautés autochtones en Amérique latine. On a aussi, bien sûr, l'extrait, on a vu de l'émission Esprit solidaire, et il y a aussi eu un article dans Le Courrier qui parlait de notre événement. Merci. Merci pour déjà toutes ces informations. Je pense qu'on va avancer avec les témoignages, que le temps file. Et puis, s'il y a d'autres éléments que tu voudras partager après, peut-être dans les échanges, Nicolas. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'hésitais à partager les facteurs de réussite en commun, mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie de spoiler le livre si certains veulent le lire. Et puis, ouais, donc voilà, on verra si peut-être, garde-les sous le coude, comme on dit. Et peut-être que si c'est pas fait dans les témoignages, tu pourras peut-être réagir à la fin encore avec ces éléments. Dans l'intervalle, on va donner la parole
à Monsieur Silvio Cavoussens. Silvio, vous avez participé à ces échanges, vous avez été dans la réalité de ces ateliers, donc on a vraiment aussi envie d'entendre votre témoignage. Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté, inspiré? C'est à vous la parole. D'accord. Bonjour à tous. D'abord, merci pour cette invitation. C'est pour nous important de donner encore un pas en plus dans le sens de profiter de cette expérience d'échange entre différentes réalités des peuples autochtones d'Amérique du Sud. Une des choses qui, pour moi et pour les deux Yanomami qui ont participé, c'était important dans le sens de sortir un peu de l'isolement. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de contact entre les peuples les autres peuples autochtones sud-américains avec le Brésil, dû aux difficultés de communication, les distances, le temps, etc. Alors chacun un petit peu dans ses histoires. Et puis c'est vrai que cette rencontre a possibilité de connaître, de sentir, de percevoir les réalités d'autres peuples. En ce moment, bon, mes deux collègues qui ont participé se trouvent sur le territoire Yanomami, en train de voyager maintenant pour son village. Il remonte la rivière Madaoya. L'autre se trouve dans le Rio Demene, dans son village, dans le haut Rio Demene. Mais nous avons pu, après la rencontre, en différents moments, avoir des échanges et puis essayer de profiter de cette expérience et de la faire valoir par rapport à ce qui se passe aussi dans la réalité Yanomami. Et ils ont trouvé que ça pourrait être important en ce moment, donner un peu leur vision, notre vision de ce qu'ils ont perçu un peu de ces réalités, de ces expériences avec d'autres peuples, dans les communautés. Et là, ils ont mis en avant quelques situations. Par rapport à la Colombie, quand on était à Antioche, il y a eu une présentation et un des leaders, là, il a dit une chose qui les a touchés. Es preciso manejar el barco y segurar la mano de todos. Il est nécessaire de bien diriger, conduire le bateau et surtout tenir la main de tous, de ne pas lâcher la main des collègues, des partenaires pour arriver à avancer dans ce processus de lutte pour la reconnaissance des droits. Et là, ils ont été touchés par deux questions principalement. La question de la forme de gouvernance, du système de gouvernance par le Cabige Mayor, la gouvernance Ember, et puis tout le travail qui a été élaboré et réalisé pour la reconnaissance et la protection des aires indiennes, des aires protégées. Alors, il y a toute cette perspective d'unification, d'une lutte unifiée pour les territoires, le programme de surveillance environnementale à travers le géoréférencement, et puis une perspective aussi de construire un projet de vie. Ça les a beaucoup touchés parce que c'était en syntonie aussi avec leur lutte à travers du plan de gestion territoriale et environnementale Yanomami. Ils ont été impressionnés par tout le travail de la protection des sites sacrés et puis de la relation entre la spiritualité et la lutte politique. Ils ont été également touchés, et là il y a une grande différence par la lutte des femmes dans cette perspective de participer activement au processus de gouvernance. En relation à l'éducation, ils ont pu visiter l'université d'Antioche et ils ont été très touchés de voir qu'après 200 ans d'une perspective de formation de principaux leaders politiques du pays, l'université d'Antioche maintenant était demain ouverte avec le mouvement indigène dans une perspective de construire une licence en pédagogie de la mère terre. Et il y a tout un processus de cette pédagogie qui a une reconnaissance avec ses fondements, ses racines, qui valorise l'identité, la culture, la manière d'être des peuples, qui cherche à unir
les besoins de la famille, du peuple, de la communauté, et puis aussi qui définit un peu les stratégies de futur. Par rapport au Pérou, ils ont été passablement surpris de voir les problèmes très sérieux dus à la présence et aux activités des entreprises pétrolières qui ne touchent pas le Brésil à ce niveau. Et puis, tout aussi le travail qui a été réalisé dans le sens de défendre le territoire, d'adopter de nouvelles technologies, de nouveaux instruments de lutte pour faire le monitoring des dégâts, pour affronter les dégâts, en fait, et puis essayer d'affronter politiquement les activités de ces entreprises. Et il y a tout un travail, même au niveau juridique, dans la perspective de faire garantir le droit à la consultation qui est reconnu par l'Organisation internationale du travail, mais qui, dans la réalité, n'est pas du tout respecté. Par rapport au Guarani, qui est une réalité d'un peuple qui touche différents pays, ils ont adopté, et puis les Yanomami ont été très touchés par ça, une dynamique, malgré un mode de vie qui est semi-nomade, qui est transfrontière entre différents pays. Il y a une grande lutte pour la reconnaissance des territoires, et ils font ça dans une perspective de la lutte pour l'identité à travers de la force et de la valorisation de la culture traditionnelle, et à travers la danse, à travers la récupération de la manutention de la langue. Et il y a une tentative de résolution des conflits, donc du mal par le bien, par la spiritualité, par l'union, par la danse. Il cite un exemple, quand dansant, ils tapent du pied et ils évoquent de cette forme le cœur de la terre. Et ça a beaucoup touché les Yanomami. De manière générale, ils ont pu observer, on en a passablement discuté, que dans tous les pays qui ont été discutés, il y a d'une manière générale une législation qui existe, qui a été créée entre les années 80 et 90, mais elle n'est pas réglementée ou elle n'est pas respectée. Ça, c'est une perspective qu'ils ont reconnue dans toutes les réalités qu'ils ont pu échanger. Une autre préoccupation, c'est l'exploitation économique des territoires de manière violente dans tous les cas. De manière violente, sans respect au processus de consultation, sans respect aux droits indigènes, et puis d'une violence physique même, intervention sur le territoire, problèmes environnementaux, problèmes sociaux, etc. Et puis, une autre observation qu'ils ont faite, c'est que la lutte pour une meilleure gouvernance et pour plus d'autonomie représente vraiment une stratégie aujourd'hui qui est passablement unifiée. Tout le monde essaye d'établir de nouvelles stratégies de lutte pour être reconnu, pour avoir de la voix et puis pour faire valoir son mode de vie. Ils ont aussi perçu que, de manière générale, il y a un rôle croissant des femmes dans le processus organisatif. Par rapport à la coopération internationale, ils ont trouvé qu'il est important de manifester d'abord les remerciements au MCI et à la Fédération genevoise de coopération pour le soutien durant plus de 60 ans de manière solidaire aux peuples indigènes de la région, qui se situe justement dans un renforcement de l'autonomie et du processus de gouvernance plus autonome. Cela signifie plus de pouvoir de décision, plus de visibilité de la problématique, et puis de la mise en place de systèmes de surveillance plus efficaces. Cela aussi renforce le dialogue interculturel et puis intersectoriel. On a aussi discuté d'une préoccupation majeure maintenant au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine face au retrait de la coopération internationale, chose dont
réalité dont la Suisse semble aussi être touchée. Et puis, un message qu'il laisse, c'est de dire qu'il y a beaucoup de besoins. La solidarité internationale face à des contextes nationaux problématiques de non-respect, de violence est très, très important. Alors, le message finalement qu'ils disent, c'est que, comme on l'a dit au début, n'abandonnez pas le navire et ne lâchez pas prise aux mains indigènes. Voilà, c'est un peu le résumé de ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour ce témoignage relais aussi de participants Yanomami à ces échanges. C'était très intéressant d'avoir ces points clés que vous avez pu nous transmettre sur aussi tous les autres témoignages qui ont eu lieu et comment ça a été perçu par ces deux participants aussi. Merci Silvio. Du coup, je vais passer la parole à Alejandro McKinnon, qui a aussi suivi le projet au sein de la commission partage des savoirs. Et puis, on voulait avoir cette opportunité pour avoir une lecture un peu analytique, si je peux dire, du projet. Enfin, tu nous diras. Merci beaucoup. Je me sens complètement en décalage parce que je n'ai pas été sur le territoire et je ne connais pas ces communautés. Mais comme Michael l'a dit, je fais partie de la commission partage des savoirs et j'étais rapporteur donc j'avais posé beaucoup de questions au début, des questions qui ont été répondues depuis 50 et j'ai fait plutôt une lecture très méta de tout ça. Donc, les projets montrent surtout l'importance de l'échange, pas seulement par les thèmes qui ont été apportés, mais parce que ça permet de faire connaissance, de sortir de ce cadre quotidien, de cet isolement dont les communautés se sentent. Et ça, dans les films, surtout ces films qui durent une demi-heure, on voit comme ces communautés prennent conscience de leur propre identité tout en prenant conscience de la diversité. Il y a quelque chose de très prégnant. C'est une rencontre de leaders, mais moi je sens plutôt une rencontre des peuples qui partagent des mémoires, des luttes, des conflits qui sont différents dans chaque pays, mais qui se retrouvent tous dans une certaine logique. Et du coup, tout devient interconnecté. Peut-être dans cette lecture qu'ils font de leur territoire, basée sur l'interconnexion, cette rencontre, moi je l'ai vu comme un élargissement du territoire et ils ont pris conscience qu'il y a un territoire plus large avec une problématique commune. Comme Silvio l'a bien dit, le spirituel est très fort dans la rencontre et dans leur dynamique. Et peut-être nous, on n'est pas assez formés, assez sensibles au poids de ce côté spirituel. Ça me fait penser à Spinoza, que j'ai lu
mais qui fait cette lecture du monde où tout est lié. Et dans leur territoire, leur conception du territoire, c'est le territoire est un être vivant. Il n'y a pas des questions économiques. Je dis, c'est le territoire, c'est la vie. Dieu, humain, animal, arbre, fleuve, tout fait partie d'un tout. Et je sens que leur défense des territoires est ancrée dans cette vision. Et je sens une grande différence entre ce qui sort de cet atelier et ce qui peut sortir des mouvements autochtones plus militants, syndicalistes, politisés, manipulés parfois. C'est comme si il y a une véritable recherche de savoir de quel territoire on parle. J'ai retenu 4 points importants qui me semblent importants de capitaliser. Je pense qu'ils sont dans le piège, mais il y a cette vision du monde fondée sur l'interdépendance. On fait beaucoup référence. Il y a l'interdépendance avec le territoire. L'humain n'appartient pas au territoire. Il n'est donc même pas sur la nature, mais il fait partie d'un tout. Et comme je disais, je pense que dans leur conception du réseau, c'est bonjour, c'est une prolongation de cette fiction. Il y a une autre manière de penser le territoire. Et dans ce qu'on voit dans les différents films, c'est que vous avez vécu le territoire. Le territoire, c'est pas arriver à la vision et faire une réunion, c'est arriver à la vision, s'approcher, aller à ville, plusieurs routes, plusieurs films pour arriver en tuile. Et c'est là où on partage ces lieux sacrés. Et c'est pas en tant que touriste qu'il faut voir ces lieux sacrés. Je sens que quand ils se baignent dans ces cascades sacrées, tout le monde devient un peuple de cette communauté. Et pour moi, c'est très... Il y a un côté symbolique très fort qui peut-être n'est pas explicite, mais qu'il est sous-jacent dans toutes les missions. Le territoire, c'est beaucoup plus que défendre une terre. Même si les conflits, c'est des réappropriations, d'appropriation, mais pour eux, c'est un mode de vie, c'est cette communion avec la nature et de se faire détruire la nature est inconcevable parce qu'il se détruit elle-même. Et je pense que tant que nous, on n'intègre pas toutes ces visions dans notre discours, on aura toujours un décalage. Donc, c'est plus que des droits économiques, c'est plus que des droits aux ressources dont on parle de quelque chose dont peut-être on n'a pas les
les mots, tous ces concepts. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ces petites visions commencent à se traduire dans ces stratégies politiques qui commencent à construire. Et c'est tout ce qui est récupération de terre, protection d'air, et tout ce qui a été et lutte contre les invasions, etc. Et elle ne peut se faire que par un travail en réseau qu'ils font tous avec des universités, des journalistes, des ONG, tout qui a cet élargissement. Et il y a cette éducation interculturelle dont on parle à plusieurs reprises. On a l'interculturel entre ces différentes cultures, entre ces différentes communautés, mais systématiquement, il y a le conflit entre ces communautés et la culture occidentale dominante, imposée par l'État. Et donc, du coup, il navigue, et c'est ce qui est très fort de voir, c'est qu'avec toute cette vision spirituelle, il doit comprendre les marchés de crédit carbone qui sont complètement abstraits. Et ça, c'est une nouvelle forme de colonisation qu'on appose. On fait parler des choses qui sont complètement abstraites. Et c'est toujours à eux de s'adapter à ce que nous, on décide. Donc, pour moi, ça révèle ces conflits, ces visions du monde différents. Et tant qu'on n'aura pas des moyens, qu'on ne se donne pas les moyens pour comprendre ces différences, on sera toujours un porte-à-faux. On essaye de comprendre. Quand je parle on, c'est nous, Occident, je ne parle pas du NCI qui essaie de comprendre. Donc, mon cri de colère, c'est qu'on ne peut pas continuer à comprendre les peuples autochtones avec nos seules lunettes occidentales. Et ça, les choses et on ne peut pas, là, je râle pour la FCC, on ne peut pas continuer à suivre ce projet avec des outils de suivi des projets standardisés basés sur la performance, sur des indicateurs objectifs, parce qu'il faut qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse objectiver notre outil ou s'inspirer de ce qu'ils font pour aspirer notre outil. Voilà, c'est peut-être complètement déconnecté. Non, pas du tout. Merci. Merci. Merci pour cette analyse un peu plus méta et en lien aussi avec la réalité ici des institutionnels. Yennefer nous a rejoint pour l'instant, donc on va refaire un petit pas en arrière par rapport au déroulement. On repart dans le témoignage par rapport à ces ateliers. Hola. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias y agradecer
a la gente que está ahí y a ustedes. Igual, estamos bien acá de salud. Mi nombre es María Jennifer Bailarín y estoy acá también para compartir en esta reunión un poquito de los saberes de lo que pasó en el resguardo indígena de Comunidad Chigrosito. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jennifer. Yo me voy a encargar de la traducción, ¿no? Así que de repente lo que queremos es escuchar tu testimonio y de vez en cuando vas a tener que parar para dejarme el tiempo de traducir a la gente que están aquí porque ellos no hablan castellano. ¿Copiado? Entonces, ¿ya puede hablar de los testimonios? Sí, entonces sí, puedes como 5 minutos. Sí, tienes 5 minutos para darnos un poco digamos, tu sentir sobre el encuentro que tuvimos en Colombia, el último intercambio de experiencia. Un testimonio es lo que queremos. Primero que todo, de lo que hubo en Comunidad Chigrosito, pareció súper excelente porque que sucedió allá fue como una compartida de aprender de otros países, porque muchas veces pensábamos como indígenas que somos acá en Chigrodo, pensábamos que de otros países era los indígenas sin ningún problema o sin ningún afecto, pues pensábamos así, pero al compartir con diferentes indígenas, diferentes etnias, aprendimos y vivimos que en diferentes países los indígenas tenemos diferentes problemas, diferentes dificultades y logramos decatar a diferentes países esa problemática, también la fortaleza. En ambiental logramos que Chigorodó es muy fuerte en tema ambiental porque mira que tenemos mucha protección como tanto con Madre Tierra y con los guardias indígenas, todo eso. En ambiental protegemos muchos bosques a través de guardias indígenas y claro, también con el apoyo de los MCI, también ha resistido, subiendo esa dinámica del trabajo conjunto. Entonces, eso es lo que vi. Y en tema cultural también, con los apoyos de los entidades MCI, hemos resistido mucho y hemos avanzado mucho en tema de cultural. Y cuando hablamos de cultural, está el bienestar de los comuneros, porque desde las mujeres hemos protegido como guardia, cultura, danza tradicional, canto tradicional. Todo eso viene a través de las mujeres y fue muy chévere la asamblea que hubo en Comunidad Chigrosito, en el municipio de Chigorodó. Gracias a MCI, porque por el apoyo de ellos estamos logrando las cosas que estaba como en difícil de lograr. Ya, gracias. Ya voy traduciendo. Ok, donc, donc c'est donc Jennifer, elle est leader indigène de la communauté Chigorodocito. Elle est affiliée donc à l'organisation Cabildo Mayor Indígena de Chigorodo. Et donc, elle témoigne sur son ressenti par rapport à sa participation dans la rencontre. Donc, elle l'a trouvé très bien, super excelente. Elle a beaucoup apprécié de pouvoir compartir, de pouvoir partager les enseignements qui ont été apportés par les représentants des autres pays.
elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait d'autres peuples indigènes dans d'autres pays qui avaient aussi des problèmes finalement assez proches des leurs, et ça, c'était un peu une révélation. Donc, ils ont pu partager sur ces problèmes-là, mais aussi apprendre des différentes stratégies et à partir de là, pouvoir se renforcer dans leur mobilisation. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que eux, à Chigorodo, donc ils sont plutôt en avance sur la question environnementale. Ils protègent déjà leur territoire, notamment par le biais des gardes indigènes. Ils protègent aussi la forêt et leurs sites sacrés. Et en fait, cette dynamique-là, elle s'est accentuée depuis qu'il y a un appui du MCI. Après, elle met en évidence aussi pour eux leur force. Une de leurs forces, c'est justement d'avoir préservé leur culture et notamment justement les danses, les chants, et que disons que le rôle des femmes dans la préservation de la culture est très important et que c'est aussi une dimension qui a été, qui est plus dynamique avec maintenant l'appui du MCI. Donc, de manière générale, elle trouve que voilà, elle est très contente d'avoir pu participer à cette assemblée et voilà, elle salue bien tout le monde. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est exhaustif. Merci pour ce témoignage aussi, Yennefer. Maintenant, on va ouvrir un peu la discussion. Si vous avez des réactions, des questions, profitez aussi de nos intervenantes en ligne. Peut-être adressez-vous d'abord à Yennefer pendant qu'elle est encore disponible en ligne. Voilà, je vous laisse réagir, soit ici dans la salle, soit les personnes qui sont connectées. S'il y a besoin d'une traduction, on se repose sur Aurélien pour nous aider. Donc voilà, qui aurait envie de poser une question? Si on peut juste se présenter avec son nom, prénom. Je m'appelle Sophie Baratieux et j'habite à Genève et je m'intéresse beaucoup à comment changer le monde et le système. Ça fait 2 ans que j'ai compris qu'il faut collaborer avec les peuples autochtones. Et je m'intéresse particulièrement aux Kogi qui sont dans le nord de la Colombie. Et j'aurais voulu savoir de Yennefer où est-ce qu'elle est située en Colombie et si elle a entendu parler des peuples qui sont dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok. Alors, donc, si jamais juste pour la situation, donc c'est le département d'Antioquia. Donc, c'est plutôt vers le golfe d'Urabá. C'est donc plutôt à l'est de la Colombie, nord-est, vers la frontière avec le Panama. D'accord. Voilà, et je vais lui poser la question pour les Kogi. Ils sont nord. Ouais, plutôt plus à l'ouest. Non, eux, ils sont complètement nord. Plus au nord, ouais, plus au nord. Yennefer, hay una consulta aquí para ti. Hay una señora, una señora, Sophie, que está preguntando si usted tiene conocimiento de la realidad del pueblo Kogi que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. ¿No? No, no conoce. Elle connaît. Ça pourrait être intéressant de mettre en contact. Dice que sería interesante también que conozcan su realidad de ellos, porque a ella le interesa mucho su realidad de ese pueblo. Question, Alejandro? On sait pas pour l'aspect genre et la place des femmes. Et on sait que c'est toujours délicat de traiter cette question principale. Autochtone, mais Yennefer, elle parle du rôle des femmes dans la préservation de la culture. Est-ce qu'il y a d'autres rôles où elles sont les principales actrices? Ok. Yennefer, hay otra pregunta para ti. Hay un señor aquí, él está preguntando sobre el papel de las mujeres, ¿no? Porque tú mencionaste el papel de las mujeres para preservar la cultura, pero el señor quiere saber si también tiene otras funciones, si tiene otros roles ustedes.
Ah, sí, mira que por parte de las mujeres, pues, en rol de mujeres, las mujeres indígenas tenemos mucha conexión a la madre tierra. Ya desde la madre tierra da mucha energía con abuelo fuego, con todo eso. Entonces desde allí y con el canto tradicional y de canto de pájaros también identificamos la cultura. Entonces desde allí los sabios y las sabias y ya los que son mayores enseñan a los hijos y los hijos van enseñando a los hijos. Entonces ahí donde estamos recuperando toda la cultura que estaba en riesgo, pero ya a través de mujeres tenemos ese rol, estamos en busca de la cultura propia que es originario. Por eso decimos que somos pueblos originarios y sabíamos que nosotros éramos indígenas. Los indígenas ya eso fue nombrado por algunos españoles y nosotros somos pueblo originario. Investigando, las mujeres estamos más allá que en las organizaciones porque estamos buscando la realidad desde raíces y desde lo ancestrales. Entonces, las mujeres tenemos esos roles a través de plantas medicinales, a través de canto de pájaros, a través de muchas de naturaleza, estamos conectados ahí. Ya, bueno, No sé. no estoy seguro si entendí bien. Sí. Ok. Alors, je vais traduire, voy a traducir, ¿ya? Alors, donc, elle dit que le rôle des femmes, en fait, c'est très en lien avec la connexion à la terre-mère, que c'est depuis là qu'elles apprennent justement les chants, et puis depuis les chants, elles apprennent, enfin, elles peuvent transmettre ces connaissances pour, disons plutôt les interpréter avec de la peinture, notamment, je pense, les peintures corporelles, et puis que c'est comme ça qu'elles enseignent à leurs enfants, et c'est comme ça qu'en fait, elles récupèrent la culture. Et puis, elle dit que, donc, elles se considèrent comme faisant partie de la culture, d'une culture originaria, non? Et pas comme une culture indigène, qui est une notion qui a plus été imposée par les colonisateurs. Et puis que eux, donc du coup, ils cherchent à quelque part développer leur réalité, leur propre réalité depuis leur culture et depuis les plantes et leurs connaissances traditionnelles. C'est comme, pour moi, c'est ce que, voilà, elle a répondu aussi. Merci. Ya, gracias. Oui. Gracias, Aurelian, y gracias por invitación, también por elegirme a mí. Gracias, Nicolás, gracias, Aurelian, y gracias a todos que están allá conectados por acceso virtual y los que están presenciales. Ya. Elle remercie tous les participants. Bah, du coup, moi, je voulais poser la question directement à elle. Moi, je suis quoi? Ok, alors, ouais. Mais je passe par là. Là, tu peux, avec le micro, elle entend normalement. Ah ouais? Très bien. Ouais, le micro est là. En fait, on va venir par l'ordinateur, mais le micro est là. La question que j'ai, c'est pas. Et moi, je suis colombien. Ouais. Je suis étudiant de doctorat à l'Université de Genève et j'ai travaillé avec des communautés autochtones en Colombie, mais en Amazonie. Donc, c'est le sud du pays. Et du coup, la question que je veux poser, c'est sur si là-bas, la communauté a une constitution de resguardo. Les resguardo, c'est la figure administrative juridique pour donner un titre foncier collectif aux communautés autochtones. Et c'est le cas. C'est le cas? C'est ça. Voilà, c'était ça ma question. Et l'autre question, c'était si la Guardia Indígena dont elle parlait, c'est composé par la communauté ou si c'est l'organisation autochtone du Cauca qui gère ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est leur propre communauté. Ouais, okay. Eux, ils ont leur propre garde. Voilà. Alors, je sais pas, tu veux que je lui pose la question pour qu'elle réponde quand même ou... Oui.
Non, ça va, c'est plutôt comme ça. Ok. Merci. Ok. En ligne ou Earl, vas-y. Oui, je peux attendre s'il y a quelqu'un. Non, pour l'instant, il n'y a personne. Vas-y. D'accord. Arnold, je suis membre de la commission partage des savoirs et également la commission technique. Et je voulais d'abord remercier MCI pour l'initiative sur place en Colombie. Je suis dans la commission technique rapporteur de plusieurs projets. Colombie, Pérou, Brésil, Argentine. Et c'est une expérience qui, au fond, se refaire comme c'était présenté, pas seulement en tant qu'organisation MCI, mais aussi en lien avec des peuples et les cultures des peuples. Et au fond, ce qui me frappe beaucoup, c'est que on a dans les projets de développement qui arrivent de MCI dans la commission technique, nous sommes toujours obligés dans le sens de affiner la question de plaidoyer pour que pas seulement MCI, mais aussi les partenaires de MCI dans les différents projets et différents pays arrivent pas seulement à avoir un plaidoyer qui est institutionnel de partenaires vis-à-vis d'autres institutions, mais aussi un plaidoyer qui n'est pas forcément en lien avec ce qui était la génération et continue en partie une génération de droit, mais c'est une autre actualité, à mon avis, qui se passe, et c'est là où ma question se pose. Est-ce que dans cet échange entre les différents peuples et pays, est-ce qu'il y avait des exemples de plaidoyer qui pouvaient pas seulement avancer la culture, le respect de la culture, l'autonomie du peuple, mais aussi qui donnera ce soutien qui était mentionné à la fin, qui est toujours là. Et peut-être avec ces échanges et rencontres, il y a des exemples de plaidoyer importants pour pas seulement partage de savoir, connaissances, mais aussi pour la commission technique et notre évaluation des projets qui continuent heureusement de venir de MCI. Oui. Je veux bien répondre. Oui. Je veux bien répondre parce que comme ça, je rebondis. Donc, je suis aussi membre du MCI, là, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et en fait, donc là, je reviens du Pérou, où j'ai participé à une assemblée de clôture d'un des projets qui est soutenu par la FGC avec la Fédération des communautés natives du Haut-Tigré. Donc, il y avait 30 chefs de village qui étaient présents, tous les dirigeants, que c'était un peu l'occasion de faire le point, en fait, sur le soutien qui a été apporté. Donc, c'était surtout un soutien au plaidoyer de cette organisation indigène. Et en fait, c'est aussi un point transversal qui est sorti dans cette rencontre, à quel point l'efficacité pour nous des projets, elle est à mettre en lien avec le soutien aux organisations indigènes. Ça, c'est clairement ressorti dans tous les cas qu'on a suivis, et que c'était très important, du coup, d'appuyer le fonctionnement de ces organisations dans la durée. Et là, pour le coup du Pérou, donc ça fait 15 ans qu'on soutient l'organisation indigène Quechua là, en lien avec les impacts de l'industrie pétrolière. Et ils ont obtenu justement des avancées en termes de politique de l'État avec des fonds importants qui ont été constitués pour réaliser des projets dans plusieurs communautés. Et c'était assez intéressant de voir en fait le résultat et la perception il y avait presque 30 villages qui étaient regroupés. Donc nous, on a juste appuyé l'organisation qui a fait du plaidoyer à l'État pour avoir des projets dans l'ensemble des villages. Et du coup, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait vraiment des résultats intéressants. Alors, il y avait des dimensions politiques très compliquées et voilà, il y a eu plein de conflits, il y a des enjeux, il y a beaucoup d'argent, donc ça réveille les convoitises et il y a des questions d'égo, en fait, de chefs qui veulent pas changer, etc. Donc, c'est très compliqué. Mais en même temps, je pense que les résultats, ils sont tout à fait valables, mais des fois difficiles à mesurer, c'est difficile parce qu'il y a plein d'acteurs. Et en 15 ans, il y a eu énormément de changements et de différents dirigeants, etc. Donc, pouvoir dire,
grâce à nous que finalement ils ont obtenu ce fonds qui fait presque 1 milliard de francs suisses. Donc c'est vraiment un fonds important. C'est difficile, on peut pas l'affirmer comme ça, mais disons que ça a clairement participé à cette dynamique qui s'est enclenchée dans cette région, et je pense que c'est vraiment un résultat positif. Voilà. Et je sais aussi, excusez-moi, Madame Antilio, de l'MCI aussi, et j'ai suivi un projet de récupération des terres en Argentine. Et puis justement, Aurélien, il en parle peut-être d'un fond, quelque chose qui, comme on dit, c'est quand même quelque chose qui a été obtenu. C'est plus difficile dans le cas de récupération des terres qu'on dit, on l'a récupéré quand même 220 000 hectares, mais est-ce que c'était un plaidoyer en soi? Où était bénéfique le plaidoyer? C'est que la société civile, beaucoup d'organisations ont soutenu les CAI, l'organisation justement qui a fait la récupération des terres. Donc, et dans ce sens-là, il y a ces plaidoyers-là. On écoutait les Indiens, on écoutait l'organisation. Cette organisation est devenue reconnue dans la région de l'Argentine, donc la région de Rio Negro, parce que justement, il y a eu cette visualisation, réunion avec des syndicats, avec des universitaires, avec des universités, et je pense que justement cette question de plaidoyer est, on peut dire, bénéfique, puisque l'organisation, elle a été reconnue dans un sens, et même à tel point qu'elle a été reconnue qu'à un moment donné, la direction de la province, ils ont dit, voilà, si eux, ils viennent vers nous, cette organisation-là, avec une problématique et rien d'autre, c'est pas de la récupération de terre, là, c'était pour reconnaître, dans un sens, les donner une étiquette pour vendre les animaux. Comment les organisations indigènes ne sont pas, sont pas des associations, des choses comme ça, et pouvaient pas vendre les animaux. Mais à un moment donné, ils ont dit, si les CAI, cette organisation indigène, dit, c'est des organisations indigènes des autres communautés, ils peuvent venir et vendre les animaux. Donc ça, c'est venu grâce justement à ces plaidoyers, à cette connaissance, à cette connexion avec la société civile autre indigène de la région. Merci. Oui, MCI, c'est le Mouvement pour la coopération internationale, c'est ça, c'est le logo. C'est ça. Ouais. D'autres questions? Moi, j'avais peut-être une question aussi pour Silvio. Silvio, avec vous qui représentez l'organisation Sequoia, peut-être pour revenir à ces échanges, cet atelier d'échange en Colombie, pour l'organisation elle-même, qu'est-ce que ça signifie ces ateliers? Est-ce qu'il y a un avant-après, ou comment vous allez finalement intégrer les résultats, poursuivre le travail en tant qu'organisation partenaire cette fois-ci? Merci pour cette question. Alors, ce que nous faisons, en fait, c'est pas seulement un compte rendu d'une rencontre, hein. On essaye, dans le processus de discussion et de construction d'un plan de gestion territoriale et environnementale Yanomami, de discuter et débattre d'autres expériences qui peuvent dialoguer avec la réalité, avec les difficultés, les grands défis que cela pose, hein. Le territoire Yanomami est énorme. Juste pour vous citer un exemple maintenant, nous sommes maintenant interdits de rentrer dans le territoire parce il vient d'avoir une épidémie de coqueluche qui a déjà provoqué la mort de plusieurs enfants. Cela veut dire basse couverture vaccinale, hein. Des conditions sanitaires extrêmement précaires. Les chercheurs d'or, malgré les interventions du gouvernement qui insistent à rester sur le territoire. Alors, il est nécessaire de discuter des stratégies qui sont capables de dialoguer avec ce qui se passe autour du territoire Yanomami, au Brésil, et puis aussi dans d'autres pays. Là, maintenant, au mois d'avril, ça sera un mois important parce que c'est le mois destiné à la réalité du campement Terra Livre, où des centaines de leaders indiens se rencontrent à Brasilia, d'abord pour donner une visibilité de la problématique,
pour faire des échanges également. Parfois, pas toujours, mais parfois ils arrivent à faire des invitations pour des partenaires d'autres ou des leaders d'autres pays. Et dans une perspective aussi de mieux établir cette relation avec l'État, comprendre mieux comment se passe cette relation, et puis essayer d'avancer dans la reconnaissance des droits, ce qui n'est pas simple. Alors, en termes beaucoup plus concrets, cette année, par exemple, nous avons, avec les Yanomami des associations de l'État de l'Amazone, nous avons pris une décision d'adapter les activités qui sont prévues dans notre projet avec le MCI dans une nouvelle perspective. Au lieu de promouvoir des cours plus ponctuels de gestion technique, de formation politique et autres, ou de rencontres du PGTA, on va faire ça avec des rentrées sur le territoire, aussitôt que cela sera possible, après la crise sanitaire qui est de nouveau en train de se passer sur le territoire. Mais ça serait en fait de rester un peu plus longtemps sur le territoire et d'avoir des échanges un peu différents avec les communautés, dans une perspective d'un débat et puis de construction progressive face à la réalité les menaces qu'ils souffrent, mais dans une perspective aussi de construire un plan de futur. Le PGTA, le plan de gestion territoriale environnementale, il est établi dans une perspective de discuter la gouvernance Yanomami qui soit capable de réunir des communautés, des Yanomami de 6 langues différentes, de 2 territoires, de l'Amazonas et de Roraima, de 9 municipalités, avec des populations qui sont quelques-unes encore isolées, complètement isolées du contact avec notre société, et d'autres qui ont déjà appris la langue portugaise, qui sont beaucoup plus proches, et puis qui, depuis quelques décennies, établissent des relations interculturelles beaucoup plus fréquentes. Alors, cette diversité de réalités, elle est discutée, elle fait partie du débat dans la construction de solutions. Par exemple, l'alcoolisme, c'est un problème grave, la drogue qui commence à arriver à toucher les territoires, les conflits internes qui fragilisent l'unité de la lutte Yanomami, la relation intergénérationnelle entre jeunes et plus anciens, surtout dans cette problématique de la perte de savoir. Et là, maintenant, il est prévu pour le mois d'avril une rencontre, la 6e rencontre, mais très ouverte. En fait, c'est une rencontre informelle entre jeunes et anciens, et porteurs du savoir traditionnel Yanomami. Et là, ils vont aussi apporter les expériences de ce qu'ils ont pu voir à Chilgorodo, chez les Embers, la lutte d'autres peuples comme les Guaranis, qui ont dans la culture une forte ligne de défense des droits. Et en fait, c'est un débat qui continue. Ce n'est pas une activité ponctuelle, mais c'est une perspective d'essayer à partir de ces échanges d'ouvrir les possibilités, de voir ce qui est faisable, de comprendre un peu les échanges, les raisons de certaines stratégies, et puis d'avancer pour des propositions qui soient plus localisées, plus régionalisées. On n'arrive pas à monter un plan de gestion territoriale environnementale pour tout le territoire. C'est impensable vu justement la diversité qui se passe. Et là, ces échanges et les résultats de ces échanges sont très importants. S'il était possible, par exemple, que des leaders de Colombie ou du Pérou puissent une fois venir au Brésil, ça serait, en toute certitude, ça serait très intéressant pour pouvoir renforcer cette compréhension de ce que les autres vivent, ressentent et souvent souffrent. Alors c'est pas simplement un résultat ponctuel, mais ça a été incorporé dans une perspective de réflexion plus constante.
permanente. Merci. Merci pour cette réponse. Ça nous fait une merveilleuse conclusion de voir que ces échanges sont un temps très fort sur un temps donné, mais qui ont aussi vocation à avoir des répercussions sur du plus moyen et long terme, et que l'idée, quand c'est possible, c'est de pouvoir les renouveler tous les 10 ans peut-être pour le MCI. Donc, en tout cas, je vous remercie. Merci à toutes et tous, surtout à nos intervenants, intervenantes. Merci Nicolas, merci beaucoup aussi Silvio et Yennefer pour ces témoignages. Pour nous, c'est toujours important de pouvoir vous entendre concrètement sur ces projets qui ont lieu, pour que ça prenne un aspect vraiment concret, pratique, et que ces échanges puissent aussi avoir lieu ici en Suisse en résonance. Je vous remercie beaucoup. On arrive au terme de ce café débat. Je vous laisserai échanger informellement après si d'autres contacts veulent se faire. On n'aura pas de café débat en avril et mai, puisqu'on a un cahier des charges très, très chargé avec les 60 ans de la FGC et surtout de toutes les activités des organisations membres qui se déroulent aussi pendant ces 60 ans. Par contre, je profite pour vous annoncer que le 24 avril aura lieu une table ronde organisée par plusieurs organisations qui sont là. Donc, le MCI, Impact, mais aussi Ecohumanita et CALPA autour des questions d'éducation au Pérou. Ça aura lieu le 24 avril à 18h à la MIA. Et tout ça, vous aurez des informations sur le site de la FGC. Et nous, on vous fera suivre les liens vers les vidéos dont on a parlé, les fiches, une fois qu'elles auront pris vie, une fois qu'elles seront disponibles. Donc, sur l'événement, vous avez peut-être vu en ligne, on remet ces documents, et vous, toutes et tous qui êtes inscrits au Café Débat, je vous les envoie par mail directement. Et le Café Débat est enregistré. Et généralement, on met la version enregistrée en ligne. Ça nous prend généralement quand même un peu de temps. Ne vous attendez pas à ce qu'elle soit disponible après-demain. J'avoue que c'est toujours un petit décalage entre le moment où on peut la mettre en ligne sur YouTube et sur notre site. Je voulais juste revenir sur l'analyse d'Alejandro, parce que je trouve que c'est extrêmement important de l'avoir justement dans le sens au niveau de la FGC. Parce que la donné par écrit, Alejandro. Oui, parce que sur des devoirs. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Et puis aussi au niveau de la partie technique. Oui. Parce qu'elle est celle qui gère le projet aussi, parce que s'il n'y a pas cette compréhension qui a fait cette analyse d'Alejandro, on ne comprendra jamais nos projets des peuples indigènes. Je parle en tel qu'indigène, en tel que personne qui travaille pour les droits des peuples indigènes chez moi au Chili ou pour des autres pays. Donc, et puis même, on a cette problématique même avec nos États en Amérique. On pourra continuer la discussion après. Mais on est obligé de terminer ce débat, mais j'ai entendu le fait qu'on va intégrer l'analyse et puis la garder au niveau de la FGC. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous, et puis bon après-midi.